chargé de réfléchir sur la réforme des entreprises publiques. Et l'une des grandes réformes, c'était la réforme d'une entreprise telle que la SNEL, et qui a fait qu'au niveau du Québec, il y avait beaucoup de réflexions sur le réaménagement du cadre légal sur la question de l'électricité. À l'époque, déjà, on disait que la loi sur l'électricité a été piquée dans le texte global qui avait été aménagé à l'époque pour régir les questions des énergies en général. Juste pour vous dire que nous avons suivi la discussion des prêts et des prêts. Nous avons été particulièrement aussi dans la discussion sur les premiers textes de mise en œuvre qui avaient été élaborés avec l'assistance de l'USAID à l'époque, qui avait recruté un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des pays pour l'amélioration des textes, alors encore. Et donc c'est dans ces contextes-là que nous avons fait le constat que depuis la publication de la loi, il n'y a jamais eu une attention particulière portée sur l'alimentation des énergies renouvelables. Contrairement à d'autres pays que nous connaissons qui ont une grande avancée sur la question, des pays tels que le Maroc, tels que le Sénégal, l'Afrique du Sud ou encore le Ghana. Nous avions en 2021 réalisé une étude comparative des cadres légaux dans le cadre des énergies renouvelables, une étude comparative qui était censée identifier les éléments clés pouvant amener la RFDC à réfléchir sur la réglementation des énergies renouvelables. Pour ne pas donner à ces combats que nous menions un caractère sorti de nulle part, nous voulions avoir des références sûres que effectivement ça existe ailleurs que de réglementer les énergies renouvelables. Effectivement, il y avait plusieurs cadres qui ont été mis à contribution dans ce cadre de cette comparaison-là, où nous avons pu identifier quels sont les éléments, lorsqu'on réfléchit à la réglementation des énergies renouvelables, qui peuvent figurer dans un tel cadre. Nous avons examiné les cadres légaux marocains, les cadres légaux sud-africains, les cadres légaux sénégalais, ainsi de suite, pour nous donner une sorte de squelette de rubriques qui doivent être prises en compte si nous réfléchissons dans le contexte congolais pour la réglementation des énergies renouvelables. Et c'est cela qui nous a produit, qui nous a amené d'abord à produire cet élément que c'est possible de regarder ce qui se passe ailleurs, que la RDC puisse trouver ces limites-là, au regard de ce potentiel solaire, mais de décrire un soleillement qui dépasse d'ailleurs plusieurs pays africains. Et ça nous a amené justement dans une seconde phase, grâce à l'aide des organisations qui nous appuient, donc pour ne pas les citer, Learn Our Project à l'époque et AGWS qui nous ont apporté cet appui pour que nous puissions initier cette réflexion sur l'élaboration d'un projet de décret. À cette époque, où s'est discuté les questions de politique énergétique, nous avons été en contact avec le consultant du PNUD qui travaillait sur l'élaboration de la politique énergétique. À l'époque, on nous a fait part de ce qu'il y avait un projet qui circulait, un projet sur la réglementation des énergies renouvelables. On a essayé d'entrer en contact avec ces personnes-là. C'était difficile, ces textes-là n'étaient pas visibles. Nous avons aussi été en contact plusieurs fois avec les anciens conseillers des ministres, les précédents ministres des ressources hydrauliques et l'électricité en charge des énergies renouvelables qui nous ont fait part aussi qu'il circulait un texte pareil que nous n'avons jamais vu. D'où la motivation qui a été la nôtre, sur la base de cette analyse que nous avions faite, de pouvoir produire carrément un projet de décret. Et nous l'avons fait avec le concours d'un confrère que nous avons recruté comme consultant, en lui donnant tous les éléments possibles que nous avions à notre possession pour voir dans quelle mesure on peut produire un cadre qui va vous être présenté. Il sera présenté sommairement, évidemment, parce que vous avez les textes en face de vous. Donc, nous avons produit ces projets de décret. Et au moment où nous le produisions, ça nous a surpris la discussion sur la réforme ou la modification de la loi sur l'électricité nous a surpris avec la promulgation en février dernier
d'une nouvelle mouture de la loi sur l'électricité, comme vous l'avez suivi dans les médias certainement. Et nous apprenons que nous apprendrons à la foulée qu'il existerait un texte, un projet de texte sur l'implémentation des énergies renouvelables qui avait été élaboré avec l'appui de l'Union européenne. Donc on en saura plus lorsque mon frère Patrick pourra développer. Et donc, cette session, c'est juste pour nous permettre de voir, oui ou non, effectivement, nous avons besoin d'un texte sur les énergies renouvelables. Et si oui, ces textes-là doivent ressembler à quoi? Mais aussi, au-delà de cette réflexion sur l'implémentation lui-même pure, nous avons aussi fait une réflexion sur la promotion du soleil. C'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce qu'on doit avoir une stratégie particulière pour promouvoir uniquement le solaire? C'est vrai, dans les énergies renouvelables, vous en avez plusieurs qui peuvent se développer suivant les contextes de chaque pays. Chaque pays peut décider de faire de telles sources une priorité et de telle autre et les reléguer au second plan. Dans notre cas, si nous avons mis en avant le solaire, c'est par rapport au degré d'ensoleillement que nous avons en RDC, qui est de loin plus important que d'autres pays qui sont aujourd'hui champions dans le solaire. Et donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas réfléchir aussi sur une stratégie solaire propice à la RDC. On fait un effort d'enrichir la liste des termes définis pour inclure certains éléments qui n'avaient pas été pris en compte dans la loi de 2014. Et donc ces chapitres-là introduisent des notions qui permettent de placer certains éléments qui n'étaient pas correctement définis ou qui avaient été définis de façon très sommaire dans les lois précédentes. Je prends simplement un exemple comme des concepts tels que stockage de l'énergie, stockage de l'énergie que nous avons ajouté, mais aussi des définitions beaucoup plus complètes de ce qu'on peut attendre par une source d'énergie renouvelable. Il n'y avait aucun texte légal, en tout cas dans le contexte de la RDC, qui pouvait donner une définition claire. Il y avait, comme s'il y en a déjà, il n'y en a pas encore pour beaucoup de sources, il n'y a pas un texte légal qui définit ce que le cadre légal qu'on voulait définir comme X sources. Et donc on a estimé que cette partie-là était importante qu'on puisse enrichir ça pour que ce soit plus clair. Et ce n'est pas une nouveauté parce que dans d'autres pays, on fait la même chose. On a aussi parlé de l'accès aux énergies renouvelables. Comment est-ce qu'il faut accéder aux énergies renouvelables dans un deuxième chapitre? Et dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre de ce premier titre, nous avons aussi abordé la question de la demande de la production d'électricité pour des fins de consommation locale. Pour certains qui avaient examiné avec nous ces textes-là au début, disaient que bon, on ne voit pas tellement les liens avec la consommation locale et les énergies renouvelables. C'est un sujet des débats, mais nous avons estimé que ça devait être maintenu, surtout que dans le cadre de l'électrification de la consommation locale, sous notre ciel, on a vu les énergies renouvelables jouer un rôle très important. Et donc, dans ce second titre, nous avons parlé de la promotion du développement des énergies renouvelables. Et là-dessus, nous avons réuni dans 10 chapitres différents, successivement, les points suivants. Le premier point sur les instruments de promotion des énergies renouvelables. Très important, parce qu'on ne peut pas promouvoir les énergies renouvelables sans avoir des instruments clairs de la mission. Nous avons parlé de la stratégie et de la planification des énergies renouvelables, dans le sens de voir comment est-ce que dans notre pays, source par source, nous pouvons programmer le développement de ces énergies renouvelables-là et la planification de leur promotion. Ensuite, on a parlé dans un troisième chapitre des mesures incitatives pour la promotion des énergies renouvelables. Nous avons longtemps décrié le fait que nous avons publié un atlas sur les énergies renouvelables, mais qu'est-ce qui a suivi après? Rien du tout. Parce que si il n'y a pas de mesures incitatives
pour encourager non seulement les secteurs privés à s'intéresser au secteur, mais aussi beaucoup d'entités publiques qui sont aujourd'hui en position de développer une production énergétique, eh bien, ça va être difficile parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la production de l'énergie électrique, c'est l'exclusivité de l'État. Et l'utilité de l'État, dans sa conception macro, et même pas dans sa conception décentralisée, ça veut dire qu'un administrateur du territoire, un gouverneur de province pense que pour que sa province soit électrifiée, bien la décision doit venir du gouvernement central. Or, c'est une erreur. Les cadres de l'hôtel qui sont aménagés de façon moderne permettent à ce qu'on commence à réfléchir à l'électrification déjà au niveau local, au niveau du territoire et au niveau. Et donc, il fallait des mesures incitatives. Pas seulement des cibles, parce que souvent, quand on dit mesures incitatives, les gens pensent secteur privé. C'est pas seulement cela. Même certaines entités publiques ont besoin de ces incitations. Nous avons réfléchi sur la stratégie, la possibilité pour la RDC d'avoir une stratégie solaire. On pourrait dire pourquoi pas stratégie géothermique, pourquoi pas stratégie éolienne, pourquoi pas stratégie. On parle solaire parce que le solaire est aujourd'hui la source la plus répandue est considérée comme une des sources les moins coûteuses, telle que c'est développée dans le monde entier. Alors, l'idée générale, c'était quoi? C'est que nous avons un fort potentiel. En solaire. Les degrés d'ensoleillement qu'il y a à RDC est tellement important que nous les sous-estimons et nous le sous-exploitons. Pour vous donner un exemple, des pays comme l'Allemagne ont déjà dépassé en termes de production interne de plus de 50 000 MW de production en utilisant, en ayant de cours pour solaire. 50 gigawatts, si je ne m'abuse. Donc, mais si vous comparez les degrés d'ensoleillement qu'il y a dans les pays de l'Europe avec l'Afrique, la RDC surtout qui est traversée par l'équateur, c'est le jour et la nuit. Donc, nous avons un fort potentiel estimé aujourd'hui à plus de 385 gigawatts. Donc, il est loin plus important que le solaire. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant que la RDC puisse développer une stratégie non pas pour concurrencer l'hydroélectricité, mais pour venir à l'appui à l'hydroélectricité, pour lesquels le potentiel est aussi important. Parce que nous nous sommes dit que si notre capacité installée aujourd'hui stagne entre 3000 MW ou en deçà de 3000 MW quand il n'y a pas assez de production, ce sera le chiffre officiel. La capacité installée, toute énergie confondue à RDC, nous stagnons entre 3000 et 3500 MW. Je ne pense même pas qu'on arrive à 3500 MW. Et quand vous faites la balance, c'est l'hydroélectricité qui prend presque plus de 80%. Alors qu'à côté, nous avons un potentiel d'ensoleillement énorme qui est sous-exploité aujourd'hui, pour lequel on n'a pas mis beaucoup d'efforts. D'où l'idée, pourquoi pas avoir une stratégie pour développer des solaires et faire en sorte qu'on puisse électrifier rapidement, parce que c'est ça le défi. Comment électrifier rapidement un pays qui a autant de sources, mais qui stagne encore entre 11, 18, 15 ou 20% des taux d'accès à l'électricité, et bien plus encore, le pourcentage en milieu rural reste fixe de 1%. On s'est dit, profitons de ça pour voir comment. Ici, il y a beaucoup de gens dans d'autres pays qui ont développé des stratégies d'autoconsommation et d'autoproduction qui font que, pas seulement les ménages domestiques, mais aussi les commerciaux et les industriels peuvent produire pour s'autosuffire, tout ça. La stratégie de développement réseau, le développement de l'énergie solaire et des technologies connexes. Il y a beaucoup de technologies qui sont alliées maintenant à d'autres.
La stratégie visant à encourager l'usage productif, stratégie pour les mini-réseaux solaires, ainsi de suite. Je les énumère parce que c'est juste pour aller rapidement. Alors, pour la première stratégie, l'idée c'est de voir comment faire une planification axée sur les techniques élaborées pour identifier les objectifs solaires durables en connaissance des causes. Donc, voir de quelle manière développer cette stratégie. Pour en ce qui concerne les infrastructures, très important, une stratégie de développement de l'énergie soit faite en combinaison avec les énergies renouvelables, des petites ou moyennes échelles telles que l'hydroélectricité, la biomasse. Je ne suis pas technicien, hein, donc nous avons élaboré ces textes, ces documents grâce à un consultant. Il nous a produit un document qui a été ensuite commenté plusieurs fois par des collègues à nous qui collaborent avec nous. Je pense que ce sont l'Institut pour la transition énergétique qui est basé en Allemagne. Voilà. Donc avec plusieurs technologies d'énergie renouvelable, à savoir l'hydroélectricité à petite échelle et l'éolien, l'énergie solaire est qualifiée des technologies d'énergie renouvelable variables, car la production d'électricité varie en fonction des conditions météorologiques. Et donc très important de voir comment développer aussi ces stratégies de développement. Voilà, nous avons la deuxième présentation qui sera une analyse comparative des deux projets de décret qui existent. Nous avons compris l'intérêt des énergies renouvelables, particulièrement de l'énergie solaire, et les besoins de stratégie et tout ce qu'il faut mettre en place pour que une industrie locale soit développée dans ce sens. Nous allons donc laisser la parole à Maître Baté pour qu'il fasse son intervention en demandant à l'ingénieur Idriss de venir nous rejoindre. Modifiant la loi de 2014 parce que nous avons eu un atelier où nous avons présenté, nous avons expliqué le pourquoi il faille modifier la loi de 2014. Nous savons qu'il y avait deux lacunes, il y avait des insuffisances, notamment sur la question des énergies renouvelables. La loi de 2014 qui régissait les secteurs électriques n'avait pas pris en compte les énergies renouvelables. Ce qui fait que tout promoteur ou tout opérateur de l'énergie solaire ou éolienne ou toutes sortes d'énergie renouvelable ne se sentait pas confortable. Parce que une politique, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, une stratégie c'est découle en forme de politique. Et c'est en forme de texte aussi. Donc nous avions un cadre de secteur qui régissait les secteurs de l'électricité, mais qui les prenait de façon générale. Mais là, le besoin de l'ordre que nous parlions des conditions qu'il faut, des questions qui sont d'actualité. La question de la transition énergétique, la question de l'efficacité énergétique, la question justement des énergies renouvelables, et pour notre cas, pour le pays, la question des réseaux isolés. Parce que sans ça, nous n'arriverons jamais à électrifier le pays. Je rappelle que, comme l'a dit mon prédécesseur, que nous sommes qu'à moins de 17% de taux de décès. Nous n'avons que 3000 MW de production comparativement à l'Afrique du Sud qui a un déficit aujourd'hui de 25 000 MW pour une production générale de 80 000 MW. Donc, je vous donne une idée. L'Afrique du Sud, pour se développer à 60 000 MW, ils ont besoin de 25 000 MW de plus. Nous avons que 3 000 MW qui fait que 19% de taux de décès par rapport à un potentiel qui s'élève à plus de 100 000 MW. Donc, il y a un besoin de réfléchir autrement pour pouvoir permettre d'électrifier ce pays. Tout en rappelant que c'est une obligation constitutionnelle. L'État, c'est donner comme obligation de donner des lots d'électricité à cette population. Donc, c'est de ce fait que nous saluons l'initiative du gouvernement par l'ordonnance qui est modifiée, qui ramène aujourd'hui la question de la transition énergétique, la question des énergies renouvelables. Nous saluons l'initiative du COMET qui a pris l'initiative de préparer ce projet de loi, projet de décret. Pourquoi c'est un projet? Parce que ce n'est pas encore passé au niveau du gouvernement. Bon, je pense que l'initiative, c'est de pouvoir aller vers le gouvernement avec un projet que nous avons déjà, nous, secteur privé, et particulièrement déjà réfléchi, qui va comparativement à un autre projet qui a été validé en 2022 sous le financement de l'Union européenne
Il y avait un autre projet de décret qui devrait normalement parler de la promotion et le développement des énergies renouvelables. Alors, pour la petite comparaison, les deux projets prennent les grandes lignes, comme il a si bien, mon prédécesseur si bien énoncé. Il a parlé de stratégie. Pour pouvoir développer ces secteurs, il faut parler de stratégie. Alors, la stratégie qui a été arrêtée par Codef, une stratégie qui est participative, qui demande au gouvernement de ne pas prendre seul les décisions, parce que nous devons arriver à nous concerter pour résoudre ces problèmes, parce que ça fait plus de 60 ans que le taux des services est filé, et ça fait plus de 40 d'années que la population a des énergies, on n'a pas de solution. L'énergie solaire, l'éolienne, l'hydro, la biomasse thermique et l'énergie marine. Enfin, après ça, c'est que nous avons apprécié dans les deux projets, tous les deux projets parlent de stratégie, qui se développent par une instauration d'une stratégie de développement pour la promotion. Ces deux stratégies prennent en charge une seule chose que nous avons appréciée dans notre analyse. C'est celle de la création d'un comité technique, la Commission nationale d'énergie. Une commission ad hoc qui est constituée, qui est prise par le ministre de l'énergie, qui va être constituée des ministres transversaux, j'entends par là le ministre de l'Environnement, des Finances, Affaires foncières, Aménagement du territoire, Énergie, qui prend en charge les services au sein du ministère de l'énergie. On parle de l'enseigne, ARE, le secrétaire général, toutes ces structures, mais qui va plus loin, qui intègre aussi les secteurs privés. Et les associations qui parlent, qui défendent les communautés. Ce qui est intéressant parce que c'est la plateforme qui va permettre de réfléchir ensemble sur une stratégie qui va être appropriée par les différentes parties. C'est que ce n'est pas le cas. C'est que nous déplorons depuis un bout de temps, c'est que le gouvernement aujourd'hui qui a décidé de libéraliser les secteurs de l'énergie, de faire appel au privé, mais lorsqu'il prend des actes, lorsqu'il fait des modifications, il ne nous ramène pas à table. Alors que toutes ces implications, toutes ces décisions impactent significativement tous les opérateurs que nous sommes. Il y a une analyse que nous avons faite au niveau du secteur privé qui démontre qu'avant la loi de 2014, il n'y avait que 3 taxes que les opérateurs payaient à l'État congolais. Depuis l'avènement de la loi de 2014, nous en avons 77. Donc, ça va de 1 à 40% de ce que nous payons. Alors que le problème avant la loi est censée venir résoudre un problème, il n'est pas venu créer le problème. Pourquoi? Parce que jusque-là, toutes les taxes ou le mécanisme ou les politiques qui sont arrêtées par le gouvernement n'appellent pas les discussions, n'appellent pas les parties prenantes à pouvoir dialoguer. On ne peut pas passer de 4 taxes à 77, c'est impossible. Donc, soit vous voulez électrifier ce pays, soit on veut asphyxier le quelques opérateurs qui veulent se mouvoir. Je pense sur le contrôle de tous ceux qui sont comme opérateurs, ils vous diront qu'aujourd'hui, la fiscalité et la parafiscalité de ce pays est imprégnable. Alors, nous saluons l'initiative que prend le décret, celle de pouvoir créer une plateforme de discussion. Cette plateforme, on l'appelle Commission nationale d'énergie, qui sera chargée de discuter sur la stratégie, comme l'a dit mon prédécesseur, Eric, qui sera parlé d'une mesure et un plan qui doit être assorti. Si nous allons dans ce sens, nous pensons que nous pourrons arriver très vite à solutionner au problème de déficit que nous connaissons. En dehors de ce point, le décret parle des instruments qu'ils ont mis en place pour justement promouvoir les énergies renouvelables. À côté de la stratégie, il va se dérouler un programme national de développement qui va naturellement être validé au niveau provincial et au niveau national, quitte à voir, conformément à l'ordonnance, pour tous les projets qui sont en moins de 10 MW, la production, la contractualisation, le conseil et au niveau, la décision est prise au niveau du gouvernement central. Pour tous les projets à moins de 10 MW, que ce soit en province, c'est le ministre qui parle, le décret parle le ministre en charge de l'énergie de province et des entités totales et décentralisées. Donc, une programmation devra être faite qui va découler une politique pour enfin avoir une stratégie, et plutôt une politique qui va développer les secteurs. La question de certification, parce qu'il faut qu'il y ait des normes à respecter. Je laisserai les ingénieurs revenir sur la question. Alors, la stratégie nationale, nous l'avons dit, doit sortir un plan. Ce plan va définir la politique d'électrification. Au plan national,
sur le plan provincial. Nous avons dit que les deux décrets ont ces points communs. Mais à la différence avec le décret de notre ami de l'Union européenne, ils reviennent sur des matières qui n'ont pas été prises en charge par CODEF, qui est celui de la vulgarisation. Il est vrai que c'est une nouvelle matière des énergies renouvelables, il faut arriver à sensibiliser la population. Il y a des petites pratiques que nous avons. Je prends comme exemple, nous avons l'habitude de laisser allumer nos lampes en pleine journée. Le solaire, ça consomme, les énergies renouvelables, ça a un coût. Nous devons arriver à sensibiliser la population à une utilisation efficiente de l'énergie. Il faut ça. Je pense que la petite recommandation que je ferai à nos amis du CODEF, c'est d'intégrer l'aspect justement de la communication qui est importante. En dehors de cet aspect de la communication, j'entendrai aussi la question, vous avez pris en charge la question de l'accordement, mais parce qu'il est important. C'est lui qui vient avec de l'énergie renouvelable, comment est-ce qu'il se connecte? Le décret de l'Union européenne a en fait une obligation, c'est-à-dire que tout opérateur d'énergie renouvelable, lorsqu'il a un excédent d'énergie qu'il veut mettre sur le réseau, il oblige les gestionnaires du réseau à prendre d'abord en charge cette énergie-là. Parce qu'elle répond à un certain nombre à une politique, une stratégie que le gouvernement a arrêtée, c'est celui de l'énergie, du développement, de la promotion des énergies renouvelables, et entre autres, de permettre d'avoir baisser le recours aux énergies fossiles. Nous sommes en train de parler du déboisement qui est un fléau. Pour éviter que nous arrivions à utiliser toujours du fossile, il faudrait donner la primeur à ceux qui viennent avec des énergies renouvelables dans les réseaux. Donc, celui qui te permet de commencer l'activité dans les énergies renouvelables, en solaire par exemple, aurait la primeur sur la vente et sur les excédents énergétiques par rapport à un autre qui fait du thermique ou qui fait autre chose. Donc, c'est un peu en gros. Pour finir, je pense que les deux projets de décret tels que présentés, je crois que le collègue ami Mangaz a pu mettre le document à vos dispositions, est un jalon que nous posons pour que le gouvernement demain, avant de se lancer, avant de nous appliquer, nous, population, parce que c'est une loi qui appelle à l'initiative privée. Quand nous disons libéraliser les secteurs, nous disons que moi, l'État, je ne suis que régulateur. Je vous laisse à vous la main de prendre la charge de développer ces activités. Sous mon encadrement, bien entendu, l'encadrement de l'État. Nous demanderons que justement que cette plateforme de discussion qui est mise en place par les deux décrets prenne forme. C'est vrai que dans sa faisabilité, ça va être un peu plus compliqué parce que demander au gouvernement de se mettre avec le secteur privé et les associations pour discuter du devenir de demain va demander un effort énorme. Parce qu'entre-temps, le gouvernement essaie de doter aussi des institutions qui doivent réfléchir, qui est ARE, qui est ANSER. Mais nous souhaitons qu'une telle plateforme soit mise en place, ça nous permettrait de prendre les meilleures initiatives. Maître Luc ne l'a pas évoqué, la loi parle de 10% de l'énergie qu'on devrait mettre auprès de la population. Lui, il est revenu dans son décret sur 5%. Déjà, vous voyez qu'il y a un souci. Même vous, défenseurs de communautés locales, moi je suis défenseur du secteur privé, vous avez compris que le 10 MW est quand même énorme. C'était une question qui aurait pu être discutée dans une commission. On aurait trouvé une meilleure formulation. Parce qu'il est vrai que de 10 MW, 10% de production à 5% de production, ça a un coût énorme. Et si aujourd'hui, le décret que nous présente le collège reprend 5%, ça prouve à suffisance que les 10% qui sont scellés aujourd'hui à travers une loi n'a pas été assez mûri comme réflexion. Donc nous sollicitons justement que ce cadre de dialogue soit assez récurrent, parce que nous, secteur privé, nous sommes prêts à aller vers le public. Je pense que la société civile aussi est prête. C'est seulement que nous voulons que l'interface que nous avons, qui est l'autorité, le chef du secteur, et l'approche que nous voulons arriver justement à l'horizon 2030 à avoir le double de taux de desserte qui est aujourd'hui de 17% à 34%, et espérer qu'en 2050, nous aurons le pays entièrement couvert et le besoin de cette programme. J'ai assez dit, je vous remercie. En particulièrement, l'occasion pour moi de remercier tous les panélistes aussi qui sont venus, se sont succédés ici. Notre ami Maître Patrick qui a représenté la CERF, le professeur Gaï qui nous a rejoint depuis Poésie, l'ingénieur Idriss que j'ai contacté
seulement hier qui a pu apporter une intervention de qualité. Vraiment, un grand merci à vous pour avoir enrichi ces discussions. Donc, comme nous le disions, nous avons deux sujets sur la table. C'est que comment nous pouvons contribuer à l'implémentation des énergies renouvelables en cours. Vraiment, c'est avec les contributions que nous avons recueillies aujourd'hui, nous avons intégré ça pour pouvoir lancer maintenant les textes, parce que jusqu'à présent, le texte ici n'est pas officiel. Il va être partagé avec les institutions de façon officielle après cette session, c'est-à-dire le ministère et aussi les autres institutions les plus engagées, au premier rang desquelles se trouve l'autorité de régulation du secteur. C'était que je remercie aussi pour cette participation assez massive et active à cette activité, mais aussi pour les contributions qui ont été offertes ici. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier, mais surtout à prendre rendez-vous avec vous pour d'autres sessions de ce genre. Vous avez vu que le texte est vraiment perfectible et il n'est pas ici question de faire la concurrence pour dire lequel est bon. C'est vraiment voir la complémentarité, comment on peut compléter ces textes pour qu'ils soient les plus complets possibles et puissent participer justement à doper les secteurs pour améliorer moi j'aime dire la capacité installée de l'énergie électrique en RDC. Vous avez aussi des débats sur la stratégie. Est-ce qu'il faut une stratégie globale, tout ça? Tout ça, ça participe à un débat beaucoup plus global. Peut-être que nous n'avons plus que tirer un aspect d'un débat global sur la planification énergétique et sur la politique nationale énergétique, c'est qu'il faut prioriser. Mais je pense que même là aussi, s'il faut parler en termes de priorité, nous devons faire un choix de dire si nous avançons avec les solaires, c'est de quelle manière que nous avançons. J'aime bien les efforts qu'Anser fait sur le terrain, mais aussi d'autres opérateurs privés sur le terrain, mais c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Si nous ne prenons pas la mesure d'avoir une stratégie forte pour avancer, eh bien, on va encore être la risée de tout le monde. J'ai suivi que le ministre était allé, juste une parenthèse avant d'atterrir, récemment en Zambie, pour aller assister à la pose de la première pierre. Enfin, en tout cas, la délégation du ministère était en Zambie pour assister au dépôt de la première pierre d'une centrale qui va être construite dans une province en Zambie et des lignes qui seront construites. Donc vous imaginez que la Zambie nous invite comme ça parce qu'ils nous voient comme potentiels clients. Un peu comme aujourd'hui, tous les voisins commencent à nous voir comme des potentiels clients de l'énergie qu'ils produisent chez eux. Donc en sourdine, ils nous disent, ok, vous avez un potentiel hydroélectrique et vous avez un potentiel solaire, mais taisez-vous, venez acheter chez nous. Alors, ils les disent parce qu'on n'a pas de stratégie. On ne sait pas comment démarrer. Donc, merci encore pour vos contributions. J'espère que nous nous retrouvons aussi pour parler vraiment de manière optimiste et objective sur cette question importante. Une fois de plus, un grand merci. Et voilà, je vous dis à la prochaine et bon appétit surtout. Merci. Moi, c'est Maître Eric Kassongo. Je suis le coordonnateur du Centre congolais pour le développement durable et porte-parole du réseau Mwangaza. Non, c'est une activité qui participe à la dynamique en cours de la réforme du secteur de l'électricité. Nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les parties prenantes présentes ici sur la nécessité de mettre à jour notre cadre légal sur le secteur de l'électricité, notamment en produisant une réglementation claire sur les énergies renouvelables que nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Mais aussi, parmi les énergies renouvelables, il y en a qui sont faciles à développer parce qu'ils sont moins coûteuses et qui peuvent facilement
venir en appui aux efforts de production de l'énergie hydroélectrique, c'est les solaires. Avec les solaires, on peut facilement électrifier le pays. C'est comme ça que nous disons, une chose, c'est de réglementer les énergies renouvelables avec une réglementation claire, avec des incitations qui puissent encourager le secteur privé à s'intéresser au secteur. Une autre chose, c'est d'avoir une stratégie claire pour voir comment est-ce que la source d'énergie solaire peut être mise à profit pour booster le développement en électrifiant l'ensemble du pays, surtout dans le milieu rural. Et son importance, c'est quoi les premières nécessités? L'importance, va de soi. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Je vous ai dit tout à l'heure que jusqu'à présent, dans le milieu rural, vous avez 1% d'accès à l'électricité. Vous voyez? Or, dans ces milieux ruraux-là, vous allez trouver que nous sommes un pays béni avec plusieurs sources d'énergie. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité, des endroits où on peut faire de la petite hydro, mais aussi des coins qui sont très ensoleillés où on peut produire de l'énergie solaire. Et donc, si on peut produire des énergies, comme on a dit là, en réseau isolé, et même développer aussi des kits solaires autonomes qui peuvent être distribués dans des coins reculés, nous allons avoir des villages électrifiés avec les solaires et ça facilitera à ce que le niveau d'éducation puisse s'améliorer. Vous savez que sans énergie, l'éducation est difficile dans les milieux ruraux, mais ça va aussi booster les petites et moyennes entreprises dans les milieux ruraux. Et comme je le disais, sans petites et moyennes entreprises, il n'y a pas d'économie dans une nation, dans un pays. On ne peut pas parler de développement sans petites et moyennes entreprises. Or, pour booster les petites et moyennes entreprises, il faut un minimum d'accès à l'électricité, à l'énergie électrique. Donc c'est pour ça qu'on est besoin. Si c'est difficile de développer, de produire l'énergie électrique à base de l'hydroélectricité, qui coûte assez cher, même si c'est démontré que la petite hydro ne coûte pas cher, mais vous avez aussi les solaires, qui se développent plus ou moins facilement. Nous avons des exemples de beaucoup de pays qui ont atteint aujourd'hui 80%, 100% d'accès à l'électricité, grâce au solaire notamment. Pourquoi pas nous? Voilà. Alors, maître, le fait précède des droits, maître, comme on dit. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant le bœuf au moment où le gouvernement ne songe que à l'hydroélectricité par rapport aux énergies renouvelables? Qu'est-ce qui devrait précéder, la loi ou encore les faits? Bon, je pense que les faits ont déjà précédé la loi. Parce que même si nous disons aujourd'hui que le gouvernement doit régulariser en réglementant les secteurs, vous avez déjà plusieurs projets solaires qui ont vu le jour. Nourou a produit 1,3 MW qui soulage la population de Goma, même si elle est sous occupation actuellement. Nourou a développé d'autres projets similaires à Bounia, dans l'Ituri, et est en train de développer des projets similaires en Bujimaï. Quand vous allez au Katanga, vous allez voir que les entreprises telles que Kipai Investment ont produit aussi du solaire. Hein? C'est-à-dire que ça commence à se répandre de façon informelle, sans réglementation. Mais nous disons que la réglementation viendra booster, et surtout avec une stratégie claire, et surtout montrer aux opérateurs économiques que, en investissant dans la production de l'énergie solaire, c'est une bonne affaire. On n'avait qu'à demander à nous et voir les statistiques de nous et concourir ainsi aux efforts du gouvernement pour donner l'énergie à tout le monde et booster le développement au niveau de la base. alors maître, selon vous, comment garantir l'accès